Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité des livres sur Radio J. Invité de Pont-Neuf, Elisabeth Gouzelan pour un livre intitulé Scandaleuse Sarah qui paraît aux éditions de l'Archipel. Elisabeth Gouzelan, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler de votre livre Scandaleuse Sarah. Vous êtes journaliste, essayiste. Vous avez consacré des portraits à Ava Gardner, à Grace de Monaco, à Meghan Merkel aussi. Absolument. Voilà. Et toutes les femmes de Buckingham. Le dernier livre, justement, c'est pas seulement Meghan, il y a Elisabeth II, il y a Camilla, enfin, toutes les femmes puissantes de Buckingham, Diana, toutes les femmes. Et là, il s'agit de la scandaleuse Sarah dont vous parlez, qui est une légende française des années folles, qui a été une grande figure du théâtre et du spectacle parisien. Alors, une mère vagabonde, une enfance ballottée, une ascendance juive, mais dont elle ne parlera quasiment jamais. Absolument, sauf Salomon, lorsqu'on le lui fait remarquer. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce que je trouve le plus courageux, c'est-à-dire se révéler, se reconnaître, s'identifier comme juif lorsqu'on est attaqué et ne pas en faire état par ailleurs. C'est l'attitude, je trouve, la plus digne et la plus courageuse, d'autant plus qu'on est dans cette France qui annonce, qui précède l'affaire Dreyfus, absolument. Et elle sera tout à fait impliquée et engagée. Absolument. Mais vous dites que sa mère et sa tante échangent des propos dans une langue inconnue qu'elle croit être un mélange d'anglais et d'allemand. En réalité, les deux sœurs juives polonaises, puisque la mère est une juive polonaise et la tante aussi, parlent le yiddish entre elles. Mais Sarah ignore l'existence de ce dialecte puisqu'on ne lui a jamais rien dévoilé sur ses origines. Absolument, c'est ce que j'écris, c'est une des facettes qui m'a passionnée et qui m'a paru très méconnue. Et du reste, Salomon, vous savez que j'ai fait une biographie romancée, c'est-à-dire que j'ai fait intervenir un autre personnage qui a existé. Absolument, Juliette Julia Barthé. J'ai pensé, parce qu'elle était moins connue, moins célèbre, moins tapageuse et plus jeune, et c'était quand même une grande sociétaire de la comédie française. Et j'ai voulu que ce soit cette jeune femme moins connue du français qui raconte la vie de Sarah, pour laquelle elle avait une admiration folle et une jalousie aussi et assez évidente. Ça m'a fait penser, je ne sais pas ce que vous en pensez, à Salieri et Mozart. Ce film de Miloš Forman où on voit ces deux compositeurs et l'un aigri racontant la vie de l'autre. Alors évidemment, je ne dis pas que je ne suis... Et c'est la même chose dans la mesure où elle a à la fois nourri une jalousie vis-à-vis d'elle et en même temps, elle est très proche d'elle. Proche, admirative, amie, ennemie, rivale, complice, pour des raisons que les lecteurs découvriront, parce qu'il y a des choses à découvrir. Mais pour revenir à votre question, oui, c'est une famille juive polonaise, en fait. Le grand-père s'appelait Moïse, qui vient de s'établir de Pologne aux Pays-Bas. Il devient oculiste, un peu comme le plus grand philosophe des Pays-Bas, Spinoza. Et puis après, sa famille se disperse et on retrouve deux des sœurs Bernard, puisque Moïse s'appelait Bernard, Mills, on les retrouve à Paris. Sauf que elles ont 20 ans. Elles sont sans homme, sans famille, sans racines, et elles décident, pour gagner leur vie, de faire quoi ? Le plus vieux métier les courtisanes. Et oui, et c'est l'apogée de ce métier que décrit Zola dans Nana, que décrit Balzac dans Splendeur et misère des courtisanes, que décrivent les frères Goncourt, Edmond et Jules, et du reste, dans le journal des frères Goncourt, on trouve le salon des sœurs Bernard. Ça veut dire quoi pour la petite Sarah ? Ça veut dire qu'elle grandit dans un bordel, dans une maison close un peu chic, certes, puisqu'il passe la crème de la crème, Alexandre Dumas, Rossini, Bizet, tous les hommes politiques importants, Clémenceau, et surtout, celui qui est le protecteur en chef de la mère de la petite, de la mère de Sarah, le duc de Morny, à savoir le demi-frère de Napoléon III. C'est pour vous dire qu'elle grandit, elle vient du ruisseau, et elle était programmée pour le ruisseau. Alors le yiddish, pourquoi elle ne le comprend pas ? Parce que sa mère ne veut tellement pas d'elle, c'est une mère tellement rejetante, qu'elle va la placer un coup en nourrice en Bretagne, un coup dans une pension un peu miteuse, un coup
dans une église, dans une école religieuse à Versailles, qui est quasiment un couvent. Et cet enfant n'a aucun repère. Son père, elle le voit 2 fois dans son existence. On n'arrive pas à identifier, les chercheurs n'arrivent pas à identifier qui c'est. Le père a quand même laissé un testament laissant une rente à Sarah de 100 000 francs à condition qu'elle se marie. À condition qu'elle se marie. Elle se mariera jamais. Elle ne veut pas, on lui présente un tailleur, probablement juif, elle ne le dit pas dans ses mémoires, mais à la manière dont on cerne le quartier, l'époque, etc. Et puis qui est riche, et puis bon, pourquoi pas un commerçant juif, mais elle n'en veut pas, il a 40 ans de plus qu'elle, elle n'en veut pas. En fait, ce qu'elle veut, et c'est ça qui est très étrange, et c'est pour ça qu'elle m'a passionnée, elle veut rentrer dans les ordres, elle ne sait pas qu'elle est juive. Ce yiddish, elle ne le comprend pas, elle finit par le comprendre, mais pour elle, tout est un monde incompréhensible et très angoissant. Imaginez une petite fille de 10 ans qu'on envoie au couvent, à qui on fait faire son baptême, qui ne voit jamais sa mère ni son père, qui grandit parmi des inconnus et souvent des bonnes sœurs. Elle se met de passion pour le Christ. Et puis c'est de retour à Paris qu'elle commence à comprendre que ses origines ne sont pas tout à fait catholiques. Alors, elle voulait initialement entrer dans les ordres, mais comme vous dites, le destin en a décidé autrement. Il y a quelqu'un qui va jouer un rôle, c'est le duc de Morny. Il va faire entrer Sarah au conservatoire. Elle va être admise en récitant une fable de La Fontaine, de Pigeon s'aimer d'amour tendre. Oui, c'est joli, c'est mignon, elle est toute petite, c'est une gamine, oui. Et en même temps, elle est, comment dire... elle est pistonnée, n'ayons pas peur des mots, elle est archi pistonnée, parce que, imaginez, ce claque des Sœurs Bernard, au 235 rue Saint-Honoré, tout près de la Madeleine, à l'époque. Il n'y a que des messieurs égrillards. Elle grandit au milieu de cigares mal éteints, de champagne, de corsets déchirés, dans un intérieur qu'elle ne comprend pas, cet enfant. J'ajoute que la mère a 2 autres bâtardes. La mère, qui s'appelait Judith, et qu'on appelait Yule, dans Paris. Alors, je ne sais pas si c'est un diminutif. Peut-être un diminutif yiddish, oui, c'est pas impossible. Ça nous parle, en tout cas. Eh bien, sa mère n'avait aucun programme pour elle. Elle avait 2 autres petites filles de père inconnu, ça fait beaucoup, ça fait 3. Et les messieurs égrillards et puissants avec leurs cigares décidaient du sort de ces petites filles. Et pour Sarah, le duc de Morny a dit, on va la placer au conservatoire. Et puis, j'ajoute qu'on l'a placé ensuite, que le duc de Morny, d'un coup de canne, puisque c'était le type le plus influent de l'époque, va la placer au Français. Au théâtre français. Et là, elle fait une entrée désastreuse, parce qu'elle arrive en fiacre, et on lui donne à jouer un grand classique, Iphigénie de Racine. Oui. Et ses débuts aussi sur les planches sont catastrophiques. Elle s'en sort très mal, pauvrette. Elle est toute jeune, elle a 17 ans, elle n'a pas envie d'être comédienne. Elle lit le lendemain les critiques, notamment de Sarcey, des grands critiques de l'époque. Elle lit « Elle est insuffisante. Mademoiselle Sarah Bernard devrait faire autre chose. » Mademoiselle Sarah Bernard dit mécaniquement son texte comme si elle se fichait d'être là comme une poupée immobile. Elle reçoit les critiques les plus cinglantes. Elle n'est pas heureuse aux Français parce que tout le monde la snob, la toise, la méprise parce qu'on sait qu'elle est la fille des Sœurs Bernard. Et elle a mauvais caractère aussi, puisqu'elle va sortir de la scène aussi vite qu'elle est entrée. Et son mauvais caractère n'y est pas pour rien. Elle est abonnée aux esclandres. Elle fait des crises de nerfs. Aujourd'hui, dans les années 20 ans plus tard, d'ailleurs Freud est dans les parages, il n'est pas très loin, j'en parle dans un chapitre, on parlerait d'hystérie. Elle avait un fond, une base hystérique. Donc elle piquait des crises de nerfs à répétition, elle se roulait par terre, mais elle a des excuses. Elle faisait ça pour faire venir sa mère qui n'était jamais là. Elle inventait des stratagèmes, et c'est là qu'elle est déchirante et touchante. Partout où elle se trouvait, elle inventait des stratagèmes, elle se cassait la jambe, elle se torpillait, parce qu'elle savait que peut-être alors sa mère, qui était avec un baron, un courtisan en villégiature en Europe, accourrait peut-être pour réparer sa poupée cassée. Donc moi, je lui trouve 1000 excuses, mais surtout, je la trouve tordante. Alors, il y a Élisabeth Gouzlan, une rencontre qui va marquer sa vie, Le Prince de Ligne, et puis plus tard, la consécration, Victor Hugo, qui lui demande de jouer dans Ruy Blas. Hugo, c'est sa plus grosse prise. Et c'est aussi c'est aussi un scoop du livre, parce que personne ne le savait. Personne ne l'a jamais dit qu'il y avait une histoire entre qui a Hugo duré 10 ans.
Oui. Et je la détaille. Et ce qui est amusant, c'est que quand il la voit arriver, alors elle a un caractère épouvantable. C'est quand même le personnage, c'est la légende du siècle, hein, à cette époque où elle le rencontre. Il est déjà vieux, il est revenu d'exil, de Guernsey, des îles anglaises, etc. Il revient à Paris. Bon, il est avec Juliette Drouet, bien sûr, sa maîtresse en titre. Bon, et on monte Ruy Blas. On a enfin le droit de monter du Hugo. Hein, il n'était pas en grâce, il était en exil. Voilà. Et alors, il demande cette jeune petite Sarah Bernard, dont tout le monde parle, etc. Vous savez ce qu'elle fait? Elle répond: non, je n'irai pas au domicile du maître. C'est lui qui doit venir au théâtre pour m'entendre. Quel culot. Alors, on dit chutzpah, je crois, en hébreu, non? Oui, oui, oui. Alors, c'est le chutzpah incarné. C'est-à-dire, et ça marche, parce que des filles culottées comme ça passe ou ça casse, mais elle, ça marche. Il dit: ok, je me rends à l'Odéon, nous allons faire les répétitions à l'Odéon. Et elle balance ses jambes sur la table comme une mauvaise élève. Elle regarde en l'air, elle plafonne. Elle avait un tic extraordinaire. Elle faisait comme les gens qui sont somnambules. C'est-à-dire, elle regardait fixement les gens. Et puis, elle roulait ses iris et ses pupilles de gauche à droite. Et c'était super inquiétant. Ça annonçait une crise de nerfs. Mais je me trompe en disant que c'est une révélation du livre. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Et les gens qui connaissent bien la vie de Sarah Bernard ne parlent pas d'une idylle avec Victor Hugo. Il lui a offert un crâne. Oui. Il est allé à la faculté de médecine. Ils avaient les mêmes goûts morbides. Alors, ces goûts morbides et ces goûts pour les cabinets de curiosité, qu'on appellerait gothiques aujourd'hui, sont très propres à ce moment du siècle. Hein. On ne peut pas leur en vouloir. Tout le monde cultivait les vanités, les choses un peu spéciales. Elle dormait dans un cercueil. Elle dormait dans un cercueil en bois de rose. Et elle faisait tourner les tables avec Victor Hugo. Victor Hugo, Adèle H, on connaît tout ça. Et c'est ça qui l'a attiré, probablement. Ils avaient un tempérament très, 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 très jumeaux. Ils étaient gémellaires, c'était des vibrants, c'était des magnétiques, c'était des artistes. Mais lui, il était très jaloux parce qu'elle le trompait. Elle a jamais été fidèle à un seul homme. Alors, cette love affair va durer, dites-vous, 10 ans. Et un jour, il lui envoie un mot après l'avoir vu dans Hernani. Il lui envoie en fait un diamant en forme de larme accompagné d'un billet. Et il écrit ceci: vous avez été grande et charmante, vous m'avez ému, moi, le vieux combattant, et à un certain moment, pendant que le public attendrit et enchanté vous applaudissez, j'ai pleuré cette larme que vous avez fait couler et qui est à vous. Permettez-moi de vous l'offrir. Est-ce qu'on peut faire Magnifique. une plus belle déclaration Non. d'amour? Mais il Mais faut avoir c'est Hugo. Hugo. Il faut avoir Hugo dans son entourage. Oui. Mais vous savez qu'elle le snobait. Hein. Franchement, elle partait, il revenait, il était à genoux. Ce vers, cet alexandrin qu'on adore, le ver de terre amoureux d'une étoile, c'est pour elle qu'il le façonne, qu'il le cisèle. Il se sentait un ver de terre. Lui, le lion superbe et généreux, il l'a trouvé extraordinaire. Il faut dire qu'elle bougeait comme une liane. C'est pour ça que j'ai mis en prologue à mon livre, Salomon, vous avez dû le voir, ce vers de Baudelaire, Le serpent qui danse. Oui. Dans Les fleurs du mal, elle avait tout du serpent qui balance. Elle était d'ailleurs très au fait d'Alphonse Mouchat et du début de l'Art Nouveau. Et donc, elle était tout le temps dans une espèce de spirale qui émerveillait les gens. Elle n'était jamais immobile. Elle n'était pas immobile et elle voyageait beaucoup. C'est une star internationale. Hein. Partout où elle passe, elle est reconnue et elle est fêtée. Acclamée, adorée. Elle a fait pas loin d'une dizaine de tours du monde. À une époque où un tour du monde, c'est pas je prends un jet ou je prends une classe économique. C'est je prends le chemin de fer, je prends le bateau marche pas, je traverse l'Arctique. Elle a traversé l'Arctique. Je vais en Louisiane pendant les effondrements et les inondations. Elle a vécu une vie éreintante. Et elle adorait. Et ça, c'est son côté, à mon avis. Elle adorait qu'on parle d'elle. Hein. Oui, mais si elle a tant... Sa devise, c'était « Parlez de moi, en tort ou en bien, cela finira toujours par me profiter. » Elle avait tout compris. Elle avait compris la publicité, la réclame, les histoires, les légendes qu'on brode autour de soi, la mise en scène de soi-même. Tout ce qui va devenir le star system, en fait, Salomon, elle l'installe, elle toute seule. Elle installe les bases, les piliers du star system. Et quand je dis, elle voyage, vous me dites, elle voyageait beaucoup quand même, 10 tours du monde, y compris à 78 ans, elle refait le tour de l'Amérique avec toutes les villes. C'est aussi un côté juive errante. Vous trouvez pas? Il y a ce côté juive errante. Voyageaient pas les comédiens à l'époque. Elle est tout le temps en mouvement. Tout le temps en mouvement, et tout le temps par monts et par vaux, et dans tous les plus grands pays où on l'acclame, où le tsar en Russie lui offre un collier de diamants, où la reine Marie en Angleterre devient sa meilleure copine.
elle avait un charme et un magnétisme auquel personne ne pouvait résister. Moi, elle me fait penser, il n'y a qu'une personne à qui elle me fait penser au jour d'aujourd'hui. Je vais vous dire, une seule qui peut peut-être l'égaler en chutzpah, en démesure, en talent, en génie, c'est Barbra Streisand. Alors bon. Oui, la diva Barbra Streisand. Et vous savez qu'au jour d'aujourd'hui encore... C'était une diva. C'est le Oui, mot. mais Vous l'employez pas dans le livre, mais c'était une diva. C'était une diva, c'était la première star, on disait pas star. Mais vous savez qu'aujourd'hui, à New York, on dit « ne fais pas ta Sarah Bernard ». Voilà. Il y a une expression que je ne vous fais pas en anglais. En anglais, on dit toujours « ne fais pas ta Sarah Bernard » pour dire à quelqu'un « tu exagères, tu es too much, tu es dans la Alors, mesure. » il y a Elisabeth Gouzelan, l'affaire Dreyfus, Oui. et dans l'enfant juif d'Édouard Drummond, qui est un best-seller à l'époque, on ne le dit pas assez, on s'en prend à elle, juive et rouquine. Ouais. Certes, elle était juive, mais elle était rouquine aussi. Ah bah oui, regardez la couverture du livre. Comme les photos de l'époque noir et blanc. sont en noir et blanc, on voit pas très bien, mais on découvre avec vous qu'elle était rouquine. Elle était rouquine, elle avait une tignasse. Ça a été son problème toute sa vie. Son problème et sa chance. C'est-à-dire, elle avait une tignasse absolument indomptable. Petite dans le couvent, là où on la met, la pauvrette, on l'appelle la négresse blonde, parce que ses mèches frisées sont absolument comme du crin. C'est quelque chose qui l'a empoisonné toute sa vie. Et en même temps, de tous ses défauts, elle fait des qualités. Elle renverse toujours la vapeur. C'est-à-dire, elle sera la seule fille avec une crinière insensée sur scène. Elle était maigre. C'était l'époque des rondelettes, des cocottes, comme le décrit Flaubert, Zola ou Balzac. On l'appelait le cure-dent. On disait qu'elle avait des pattes de héron. On l'appelait le faucheux. C'est affreux, genre, on aurait dit une araignée. Elle a eu le plus grand mal du monde à être aimée, mais elle a fini par être adorée. Et plus qu'adorée. Elle est indignée au moment de l'affaire Dreyfus. Elle est indignée notamment par la dégradation du capitaine Dreyfus. Je crois qu'elle assiste à cette dégradation et elle va se rendre au domicile d'Émile Zola. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Alors ça, c'est un peu le scoop. Vous parliez de Victor Hugo. En fouillant dans les archives, j'ai découvert qu'elle n'était pas pour rien dans l'affaire Dreyfus. Dans la campagne de réhabilitation de Dreyfus, bien entendu. Ah oui, d'accord. Non. Vous savez que, mais bien sûr, au moment de l'affaire Dreyfus, elle joue sur scène au gymnase et on la traite de sale juive. On la traite de sale juive. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure qu'elle prend conscience de son identité quand le peuple juif est attaqué. Elle ne fait pas état de son judaïsme, sauf quand il y a indignité, persécution ou accusation. Et là, elle devient la juive majuscule. Vous voyez, elle ne se défile jamais sur son identité, mais elle n'en fait pas trop. C'est quelque chose de... Alors, elle va voir Zola, je réponds à votre question, ça je l'ai trouvé dans les archives. Elle va voir Zola à Paris, et elle lui dit « Cher maître, je suis indignée, cette dégradation est abjecte, faisons quelque chose, vous devez, vous, le maître du roman, le maître de la politique, vous devez faire quelque chose. » Une semaine après, il publie son « J'accuse ». Alors malheureusement, on n'aura pas le temps d'évoquer tous les aspects du livre. C'est très intéressant. Vous racontez que Sarah Bernard a pleuré de joie en lisant le J'accuse de Zola dans le Figaro. Elle est présente aussi dans La Recherche du temps perdu de Proust. Elle est même citée explicitement. Ah ben bien sûr, elle était. Le petit Marcel allait tous les soirs, où qu'elle se produise, la voir jouer Phèdre, Andromaque, etc. Il était scotché, il était fou. Comme Cocteau qui était à genoux devant elle, comme tous les hommes importants du siècle qui étaient Colette, ou les hommes ou les femmes. Colette était absolument bluffée. Ils étaient tous fous de Sarah. Quant à Sacha Guitry, qui disait... Sacha Guitry, c'est lui, parce que on a parlé de Hugo, il y avait quand même beaucoup plus de monde aux obsèques de Hugo qu'à celle de Sarah Bernard, mais c'est quand même Guitry qui dira à sa mort, voici celle que je considère comme ma seconde mère, voici Madame Sarah Bernard, personnage légendaire, fabuleux, incomparable actrice, absolument géniale. À 72 ans, elle vivait depuis 50 ans avec un seul poumon, depuis 30 ans avec un seul rein et depuis quelque temps, hélas, avec une seule jambe. Elle était le courage personnifié. Génial à volonté, disait-il. Mais on pouvait compter sur Sacha pour trouver l'éloquence,
dans le portrait. Il est extraordinaire dans le portrait de Sarah. Alors, elle est enterrée au Père-Lachaise, dites-vous, à quelques mètres de Eugène Delacroix, Gustave Doré, Guillaume Apollinaire, Honoré de Balzac, Rossini, Bizet, Rien que ça. la peinture, la littérature, la poésie et la musique rassemblées pour lui rendre hommage. Que des hommes et une grande femme, Sarah. Très belle chute. Merci Elisabeth Gouzelan. C'était Pont Neuf, l'émission consacrée à l'actualité des livres sur Radio J. Et je recevais Elisabeth Gouzelan pour Scandaleux Sarah, la folle vie de Sarah Bernard, paru aux éditions de l'Archipel.